Estimés contradicteurs, camarades étudiants, laissez-moi tout d'abord introduire mon propos. Vos prédécesseurs m'ont reproché de ne pas plaider avec assez de fond. J'y ai vu une attaque personnelle. Ne serais-je pas assez intelligent ? Malheureusement, je ne peux pas me faire plus intelligent que je ne le suis déjà. J'ai donc cherché un moyen d'accéder aux propos les plus pertinents possibles. J'ai trouvé un outil dans la théorie de Jürgen Habermas. Selon Jürgen Habermas, la discussion est cette chose qui fait émerger une intelligence supérieure grâce aux contraintes. Contraintes sémantiques tout d'abord, le choix des mots. Contraintes logiques ensuite, une articulation logique des mots. Contraintes performatives, ne pas se contredire. J'ai donc fait appel à un groupe d'amis pour composer cette plaidoirie. Je leur ai posé la question suivante. Pensez-vous que tous les chemins mènent au Rhum ? Cependant, du fait du caractère mi-sérieux, mi-alcoolique de cette question, j'ai préalablement pris soin d'alcooliser la moitié de mes amis. La plaidoirie que je vais vous faire aujourd'hui est le résultat de cette concertation mi-sérieuse, mi-alcoolique. Tous les chemins mènent au Rhum. Cette phrase peut avoir de nombreux sens différents, selon que l'on considère l'une ou l'autre des acceptations des éléments qui la composent. Le chemin peut être la route sur laquelle on met le pied, cela peut être également notre itinéraire de vie. Le rhum peut être cette eau de vie tirée de la distillation du sucre de canne, ou bien un symbole de l'alcool, de l'alcoolisme de manière plus générale. Nous aurons à envisager donc 4 hypothèses que je réfuterai les unes après les autres. La première hypothèse vise à dire que quel que soit le chemin que l'on puisse emprunter, l'on croisera nécessairement à un moment ou à un autre une bouteille de rhum pleine. En réalité, la situation que suppose cette affirmation est inconstitutionnelle. Depuis 2005, la Charte de l'environnement fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Or, cette charte précise dans son article 1er que chacun a le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé et équilibré. Or, je ne pense pas que des chemins pleins de bouteilles de rhum soient un environnement respectueux de la santé. Le droit administratif vient encore apporter son concours. En effet, le maire dispose de pouvoirs de police administrative en matière de gestion des déchets. Il pourra donc empêcher à ce que des centaines et des centaines de bouteilles de rhum pleines viennent envahir nos chemins. La loi encore, via le Code de l'environnement, empêche la survenance d'une telle situation. Notre ordre juridique s'oppose donc à ce que, dans le cas précis, tous les chemins mènent au Rhum. L'affirmation « tous les chemins mènent au Rhum » peut prendre un second sens. Cela peut signifier que, quel que soit le chemin sur lequel on marchera, l'on croisera nécessairement un alcoolique. Plusieurs études concordantes déterminent qu'il y a environ 1 million de kilomètres de routes en France. L'INSEE estime à 15 000 le nombre de chômeurs en France et estime que parmi ces chômeurs, SDF, il y aurait 30% d'alcooliques. Cela nous laisse donc moins de 5 000 alcooliques pour couvrir 1 million de kilomètres de route. Je vous le dis, nous sommes en manque cruel d'alcooliques. J'ai donc décidé d'envoyer une lettre à Mme Marisol Touraine, ministre de la Santé, dans laquelle je lui dis « Madame le ministre, arrêtez tout, arrêtez les campagnes de prévention contre l'alcoolisme. Je vous incite également
à faire en sorte que le rhum soit remboursé par la sécurité sociale. Il serait opportun de lancer une grande vague d'alcoolisation des populations, concomitamment à une grande vague d'expropriation, afin que nous puissions avoir dans les plus brefs délais un nombre suffisant d'alcooliques sur les chemins. En l'attente de mes nouvelles recommandations, je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations. Gros bisous, Maxence Gallo. Ce propos est ironique, bien entendu. Il n'est pas matériellement possible de trouver un alcoolique sur chaque chemin de France. Malheureusement, je dois faire amende honorable, le gouvernement n'a pas compris cette ironie. Marisol Touraine s'est empressée de transmettre la lettre à M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie, qui s'est empressé de réduire les prévisions de croissance. Hélas, je la trouvais drôle, cette blague. Laissez-moi vous faire un rapide compte-rendu de l'activité des deux groupes que j'ai mentionnés depuis le début de cette plaidoirie. Le groupe sobre a largement participé à l'écriture de cette plaidoirie, tandis que le groupe alcoolisé était occupé à rire, à dormir, à vomir, à jouir et à mourir. Michel, paix à ton âme, tu aimais le rhum. Le rhum, ah, Michel, tu l'aimais. Ivre, tu es passé sous une caravane. J'aimerais maintenant que nous observions une minute de silence en l'honneur de Michel. Silence, s'il vous plaît. Ah, Michel, quelle triste affaire. Reprenons désormais avec la troisième hypothèse, l'hypothèse la plus intéressante jusqu'à maintenant. Tous les chemins mènent au rhum pourrait signifier que quels que soient les choix que nous faisons dans la vie, quel que soit l'itinéraire que nous choisissons, nous serons déterminés à inexorablement, une fois dans notre vie, goûter du rhum ou devenir alcoolique. Je n'aime pas cette idée. Je n'aime pas cette idée en ce qu'elle suppose que nous sommes déterminés. Je vous expliquerai en 4 points pourquoi nous ne sommes pas déterminés. Je vous expliquerai que nous avons le choix, que nous avons le libre arbitre. Tout d'abord, considérons la théorie de Freud. Selon Freud, l'homme n'est pas composé que de sa seule conscience, mais d'une multitude d'entités qui cohabitent. Certaines entités inconscientes cristalliseraient des traumatismes qui ressortiraient plus tard sous forme d'actions inconscientes. Imaginons un enfant qui vit l'alcoolisme de ses parents et qui développerait plus tard des tendances alcooliques. Bourdieu est celui qui, selon moi, a émis la théorie la plus intelligente en matière de déterminisme, avec le concept d'habitus, que l'on pourrait traduire comme des structures structurées devenant structures structurantes. Monsieur Sellard, je vous expliquerai cette notion plus tard. En somme, c'est l'idée de dire qu'un individu qui vit dans une structure politique, sociale et culturelle développera des schèmes d'action et de pensée qui se retrouveront dans celles de tous les individus ayant vécu dans la même structure. C'est là un déterminisme. Mais laissez-moi vous poser cette question. Si nous sommes déterminés,
si nous n'avons pas le choix, alors à quoi sert la sanction pénale? Ce n'est pas de notre faute si nous tuons, si nous violons, si nous volons, c'est de la faute de nos déterminismes. La personne qui tombe sous le coup d'une sanction pénale n'est plus donc qu'une victime de la société. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Sartre non plus d'ailleurs. Celui-ci a affirmé que l'homme était sans excuse, car il était autonome. En effet, tous les chemins mènent à l'homme. L'homme est sans excuse, l'homme est autonome. Mais il existe des déterminismes. Comment concilier ces deux notions? Eh bien, cela est conciliable grâce au choix et grâce à la volonté dans le choix. Nous sommes soumis à des déterminismes, mais si nous en faisons le choix, si nous assumons ces choix par la volonté, nous serons capables d'en sortir. Ainsi, Freud avait admis que l'on puisse guérir de nos déterminismes psychologiques grâce à la psychanalyse, et Bourdieu avait admis que l'on pouvait changer d'habitus grâce à la culture. L'homme est donc un être de choix, soumis à des déterminismes qu'il peut combattre. L'homme n'est donc pas déterminé à inexorablement dans sa vie boire un verre de rhum, ni à devenir alcoolique. Merci, Philosophie Magazine. La quatrième hypothèse que peut renfermer l'affirmation « tous les chemins mènent au Rhum » est la suivante. Le Rhum est l'aboutissement de toute vie. Je ne vous prouverai pas que le Rhum n'est pas l'aboutissement de toute vie, mais je vous prouverai que tous les chemins mènent à l'eau, que l'eau est l'aboutissement de toute vie. Merci, Science et Vie de la Terre Magazine. Deux événements sont inexorables dans la vie d'un homme, la naissance et la mort. Le fœtus est composé à 95% d'eau, le nourrisson à 80%, l'enfant à 70%, l'adulte à 60% et le vieillard à 50%. Rassurez-vous, vous devez être à 60%. Plus nous avançons vers la mort, plus l'eau nous quitte. L'eau est donc cette substance en laquelle réside la vie. Lorsque nous mourrons, l'eau qui nous composait s'évapore ou s'incorpore dans la terre. Elle vient grossir les nuages font tomber la pluie vient grossir les nappes phréatiques viennent nourrir la mère gestatrice. Tous les chemins mènent donc à l'eau. Toutes les mers boivent de l'eau. Certaines mers boivent du rhum. Mais dans ce cas-là, cela donne Francky Vincent, qui est composé à 60% de rhum. Je vous ai donc prouvé, par la réfutation des 4 hypothèses que pouvait sous-entendre l'affirmation « tous les chemins mènent au Rhum », que non, tous les chemins ne mènent pas au Rhum, simplement les plus faciles. Laissez-moi revenir une dernière fois sur les 2 groupes que j'ai mentionnés dans mes propos introductifs. Le groupe sobre m'a largement inspiré, tandis que le groupe alcoolisé était occupé à tituber, à dessouler, à pester, à regretter, et pour Michel, à se décomposer. Le rhum ne mène donc nulle part. Tous les chemins ne mènent pas au rhum, seuls les plus faciles, et c'est tant mieux, car le rhum ne mène nulle part.